Mon discours annuel, j'interviens dans une période qui est une période seuil pour nous, une période de changement majeur dans le monde entier. Ce sont des événements historiques qui définissent l'avenir de notre pays et de notre peuple quand chacun a en face de lui une responsabilité colossale. Il y a un an, pour la défense des populations des terres historiques et la garantie de sécurité de notre pays face aux menaces qui se présentaient en Ukraine après le coup d'État en 2014, nous avons décidé de lancer cette opération militaire spéciale. Pas à pas, de façon logique et cohérente, nous allons parvenir aux objectifs que nous nous sommes fixés. Depuis 2014, le Donbass se bat pour défendre son droit de vivre sur cette terre, de parler dans sa langue natale. Il s'est battu, il ne baisse pas les bras, il continue à lutter malgré les bombardements presque quotidiens du régime de Kiev. Il croyait et croit que la Russie vient et viendrait à son aide. Entre-temps, et vous le savez très bien, nous avons fait tout notre possible, et effectivement tout notre possible, pour résoudre ce problème par voie pacifique. Nous avons patiemment mené des négociations pour résoudre ce conflit lourd. Mais face à nous, nous avons un scénario qui est complètement différent. Les assurances données par les dirigeants occidentaux sur le statut du Donbass se sont transformées finalement en un mensonge éhonté. Ils n'ont fait que gagner du temps. Ils ont fermé les yeux sur les meurtres politiques, sur les répressions du gouvernement de Kiev, sur les brimades contre les croyants. Et ils ont encouragé les néo-nazis de Kiev à mener des actes terroristes dans le Donbass. Dans les écoles et les instituts militaires européens, on a formé des officiers ukrainiens, on a fourni des armes et déjà avant le début de l'opération, nous avons appelé à mener des discussions sur tous ces armements, mais en tout cas, le régime de Kiev, ce qu'il voulait, lui, c'était obtenir l'arme nucléaire. Il l'a dit ouvertement. Les États-Unis et l'OTAN ont accéléré l'implantation de bases de laboratoires biologiques, préparant ici un futur théâtre d'opération et en asservissant l'Ukraine et la préparant à une grande guerre. Et aujourd'hui, ils le reconnaissent ouvertement. Publiquement, ils le disent, sans gêne. Ils sont carrément fiers d'avoir sapé le format Normandie de discussion pour le transformer en bluff, alors que le sang coulait dans le Donbass et que la Russie voulait sincèrement, j'insiste là-dessus, sincèrement, une solution pacifique. Et en fait, ils ont dit ils jouaient avec des cartes truquées. Donc ces méthodes répréhensibles ont été souvent utilisées dans le passé. C'est de la même façon qu'ils s'étaient comportés en Irak, en Yougoslavie, en Syrie. Mais ils ne se laveront jamais de cette honte, cette notion d'honneur, d'honnêteté ne leur revient pas. Cette politique d'hégémonie, de colonialisme fait qu'ils se considèrent comme tout permis. Et on comprend que pour les appartements, les habitants des États-Unis sont aussi finalement victimes de ces tromperies et de ces fables sur la recherche de la paix, notamment dans le mépris des résolutions de l'ONU sur le Donbass. Et ce mensonge éhonté se poursuit. Mais nous défendons nos intérêts et notre position sur le fait que dans le monde actuel, il ne doit pas y avoir une séparation entre les pays dits civilisés et les autres. Il est nécessaire d'établir un partenariat honnête pour
exclure toute démarche agressive. Nous sommes ouverts, nous sommes sincèrement prêts à une discussion ouverte, constructive avec les pays occidentaux pour que l'Europe et l'ensemble du monde bénéficient d'un système de sécurité équitable. Et nous en avons parlé pendant des années. Nous avons proposé de travailler sur la mise en œuvre de ce projet, mais il y a eu des réactions hypocrites à tout cela. Je parle des paroles, mais je parle aussi des actes. C'est l'extension de l'OTAN à nos frontières, l'établissement de nouvelles bases de défense antimissile avec le fameux parapluie antimissile, et c'est le déploiement de contingents militaires, pas seulement aux frontières de la Fédération de Russie. J'insiste, vous le savez, mais aucun pays au monde n'a autant de bases militaires dans le monde que les États-Unis. Ce sont des centaines, j'insiste, des centaines de bases. Toute la planète est parsemée de bases militaires. Tout le monde a été témoin de la façon dont les États-Unis se sont retirés de différents accords sur la limitation des armements de façon unilatérale, sapant le principe de l'équilibre de la paix sur la planète. Mais pourquoi l'ont-ils fait? On sait très bien qu'ils ne font jamais les choses de façon innocente. Nous avions, en décembre 2021, nous avons envoyé aux États-Unis, à l'OTAN, un projet d'accord sur la sécurité, et il y avait une position essentielle pour nous. C'est que nous avons reçu une réponse, un refus direct. Et donc, à ce moment-là, ils avaient les mains déliées pour augmenter les menaces. Ces menaces augmentaient chaque jour. Nous avions très bien quand, en février 2022, on savait qu'il allait y avoir une nouvelle opération sanglante contre le Donbass. Et déjà en 2014, Kiev avait jeté son artillerie, ses blindés, son aviation contre le Donbass. On se souvient très très bien des frappes aériennes sur Donetsk. Et ce n'était pas seulement contre Donetsk, mais surtout d'autres villes aussi. Et en 2015, ils ont lancé des attaques directes sur le Donbass, sur Donetsk, et c'était des frappes qui visaient les civils. Et cela va directement à l'encontre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça va directement à l'encontre, en totalité, avec ce qui avait été décidé. Je tiens à le répéter, c'est eux qui ont déclenché cette guerre. Et nous avons usé de la force pour l'arrêter. Ceux qui projetaient une nouvelle offensive sur Donetsk, Lugansk et tout le Donbass savaient très bien que la suite c'était des frappes sur Sébastopol et la Crimée. Nous le savions, nous connaissions leurs intentions, et Kiev le dit ouvertement. Ils ont dévoilé leurs cartes. Ils ont dévoilé ce que nous savions très bien. Nous défendons la vie des gens, nous défendons nos terres. Et il y a eu plus de 150 milliards de dollars ont été dépensés déjà pour soutenir le régime de Kiev. Et selon l'OSCE, les pays du G7 ont déjà déployé plus de 60 milliards de dollars au premier semestre de l'année dernière, 150 pour le développement et 150 milliards de dollars pour le matériel militaire et 60 pour le développement économique. Donc on voit très bien à quoi est attribué cet argent. Et toutes les discussions sur la lutte contre la pauvreté, pour la préservation de l'environnement. Où est passé tout cet argent? Et ensuite, ces flux d'argent pour la guerre ne cessent d'augmenter. Et ensuite, encore, il y a des coups d'État dans d'autres pays dans le monde. Récemment, il y a eu la conférence de Munich. Il y a eu des accusations incessantes contre la Russie. Et tout cela, on a l'impression que ça a été fait pour oublier ce qu'a fait l'Occident ces dernières décennies. C'est eux qui ont laissé sortir le gin de la bouteille. Et en résultat des guerres,
Ce n'est pas nous qui avons créé ces chiffres, ce sont les Américains qui les donnent. En résultat des guerres causées par les États-Unis depuis 2001, c'est plus de 30 millions de réfugiés, ce sont plus de 90 000 morts. Et si on efface aujourd'hui cela, fait que les États-Unis font comme si rien ne s'était produit. Mais personne n'a oublié tout cela. Nous n'oublierons pas. Les victimes sont innombrables. Ce sont des milliers de milliards de dollars qui ont été dépensés. Et sous les slogans de démocratie, on établit on impose des valeurs néolibérales en humiliant ouvertement les dirigeants de pays étrangers. On crée des images de l'ennemi pour détourner l'attention de la population des schémas de corruption qui sont opérants dans différents pays. On crée artificiellement des problèmes sociaux, économiques. Je vous rappelle que déjà au siècle dernier, ce sont les Américains qui ont ouvert la voie à l'accession au pouvoir d'Hitler et ils ont fait la même chose maintenant en Ukraine. Et ceux qui étudient l'histoire savent très bien que ce projet trouve ses sources déjà au XIXe siècle, à l'époque on a vu ce qui s'était passé dans l'Empire austro-hongrois, en Pologne. C'était arracher les territoires historiques qui aujourd'hui s'appellent l'Ukraine de notre pays. C'est ça l'objectif. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici. Tout se répète. L'Occident force la mise en œuvre de ce projet en ayant soutenu le coup d'État de 2014. Et ce coup d'État était inconstitutionnel. On a même ouvertement publié les montants qui ont été accordés à cela. La base idéologique de tout cela était une russophobie agressive, un nationalisme agressif. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, ils n'ont aucune honte à appeler Edelweiss ce genre d'opération, alors que c'était sous ce titre que Hitler avait lancé des opérations contre les Juifs dans tous les pays occupés d'Europe. Et aujourd'hui, en Ukraine, on voit l'échevelon des divisions Das Reich, de la SS et d'autres unités dont les acteurs ont eu les mains pleines de sang et aujourd'hui ils sont glorifiés en Ukraine. Et ces néo-nazis ne craignent pas de rappeler de qui ils tiennent cet héritage. Et je vous rappelle que aucun dirigeant occidental ne remarque cela. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, mais parce qu'ils en ont rien à faire. Voilà, ils ont misé sur la lutte contre nous, la lutte contre la Russie. L'essentiel pour eux, c'est de lutter contre nous, contre nos pays. Et donc, tous les moyens sont bons, que ce soit le terrorisme, le nationalisme, d'autres. L'essentiel, c'est d'utiliser toutes les armes contre la Russie. Et donc, ce projet d'anti-Russie, cette politique revancharde, est dirigée contre nous. On crée des foyers de conflits juste à nos frontières. Et déjà, dans les années 1930, et maintenant, on a exactement la même rhétorique. Créer des agressions dans l'Est de l'Europe en utilisant les mains d'autres acteurs. Nous ne luttons pas contre le peuple ukrainien. Je l'ai dit dès le début, je continue à le respecter. Nous voyons très bien que ce peuple est l'otage du régime de Kiev et de ses maîtres occidentaux au sens militaire, économique et politique. Ils ont détruit l'industrie en Ukraine. Ils ont établi la pauvreté. Ils ont augmenté les inégalités dans ce pays. Dans ces conditions, évidemment, on peut trouver beaucoup de preuves là-dessus. Personne n'a pensé au peuple. Et à la fin, le peuple ukrainien a été transformé en consommable. C'est du consommable. Et c'est terrible de le dire, mais c'est un fait. La responsabilité de l'incitation de ce
conflit ukrainien revient entièrement aux élites occidentales et en particulier au régime de Kiev, pour lequel finalement le peuple ukrainien est quelque chose d'étranger. Le régime de Kiev est au service d'intérêts tout à fait étrangers à l'Ukraine. Et l'Ukraine est utilisée comme bélier contre la Russie. Donc, ils essaient de modifier le cours des combats dans leur intérêt. Mais il y a une circonstance importante pour eux, qui est importante, c'est que plus les systèmes d'armes qui seront de longue portée seront attribués à l'Ukraine, plus nous devrons pouvoir réagir à ce type de menaces. Les élites de l'Occident ne cachent pas leur cible. C'est de faire le préjudice à la Russie, comme on les appelle, la défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire en finir avec nous, finalement. Parce qu'ils ont l'intention de faire transformer un conflit local en phase d'opposition globale. C'est la façon dont nous le comprenons et de la façon respective, nous allons y réagir. Parce que dans ce cas-là, il s'agirait de l'existence de notre pays. En même temps, ils doivent se rendre compte du fait que battre la Russie sur le champ d'opération n'est pas possible. Pour cette raison, ils continuent les attaques de l'information plus agressives et évidemment, ils choisissent les cibles, surtout comme les générations, les jeunes gens. Là-dessus, ils ne font que du mensonge constamment. Ils déforment, ils détournent les faits historiques et continuent à attaquer notre culture, l'Église orthodoxe russe et d'autres organisations religieuses de notre pays. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple, en détruisant les familles, les ethnies culturelles, en détournant, en déformant des enfants, parce qu'en déclarant la pédophilie comme la norme de leur vie. Et en même temps, les prêtres, les gens religieux, ils sont obligés de faire le baptême des mariages entre les gens du même sexe. Évidemment, les adultes ont le droit de vivre comme ils veulent. C'est la façon où nous avons jamais toujours traité en Russie. On ne fait jamais l'ingérence dans la vie privée. Nous n'avons pas cette intention. Mais quand même, nous voudrions leur dire, regardez ce qui est écrit dans les livres religieux sacrés, parce que dans les religions du monde entier, tout est dit. La famille, c'est l'union entre la femme et l'homme. Et même ces textes sacrés sont mis sous doute. Et comme il est devenu connu, l'Église américaine, pour l'instant c'est prévu, va envisager l'idée du Dieu neutre au niveau du sexe. En fait, qu'est-ce que je dois rajouter? Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Des millions de gens à l'Occident comprennent qui sont guidés vers une catastrophe spirituelle. Les élites commencent à perdre leur tête et apparemment ce n'est pas possible de le guérir. Mais comme nous avons déjà dit, c'est leur problème. Mais nous devons protéger nos enfants. Nous allons le faire. Nous allons protéger nos enfants de la dégradation et de la disparition. Il est évident que l'Occident va essayer de fragiliser et défragmenter notre société en misant sur les traîtres parce que ils n'ont jamais de méprisant par rapport à leur propre patrie. Ils ont toujours l'envie de faire de l'argent sur la vente de ceux qui sont prêts à le payer. Parce que ça a toujours été le cas dans toutes les époques. Et ceux qui ont choisi la voie de la trahison commencent à faire des crimes terroristes contre notre société, contre l'intégrité territoriale. Et évidemment, ils vont assumer la responsabilité d'après la loi. Mais nous n'allons jamais suivre la façon d'agir de l'élite de Kiev
Kiev et de l'Occident en faisant la chasse aux sorcières, surtout ceux qui a fait un pas détourné par rapport à la patrie. Ça revient à leur conscience. C'est eux qui doivent vivre avec cela. Mais l'essentiel, c'est que les gens, les citoyens russes, leur ont donné l'estimation morale. Et je suis fier, et je pense que nous sommes tous fiers que notre peuple multi-ethnie et la majorité de nos citoyens, ils ont pris la position de principe par rapport à l'opération militaire spéciale. Ils ont compris le sens, la logique des actions que nous faisons. Surtout, nous avons soutenu nos actions de défense du Donbass. Et c'est vraiment la manifestation du patriotisme. C'est le sentiment qui sont typiques pour notre peuple dans l'histoire. Évidemment, c'est inimaginable parce que chacun, je tiens à souligner chacun, est directement lié, son destin est directement lié avec le destin de sa patrie. Chers amis, je tiens à remercier tout le peuple russe pour le courage et la détermination. Je veux dire à nos héros, à nos soldats, à nos officiers de l'armée, de la marine, de la garde nationale, des services spéciaux et services secrets, aux combattants du Donetsk et de Lugansk, surtout aux bénévoles qui continuent à participer aux opérations. Et j'aimerais demander pardon que dans mon discours, je ne pourrais pas citer tout le monde, parce que pendant les préparatifs de ce discours, j'ai préparé une liste très longue de ces régiments, de ces équipes et de ces unités héroïques, mais je les ai retirés. Comme j'ai déjà dit, il n'est pas possible de citer tout le monde ici pendant le discours, et je n'ai pas du tout voulu vexer ceux qui ne sauraient pas les citer. C'est pour ça que je me penche devant les femmes, devant les parents, devant les familles de nos protecteurs, aux médecins, aux infirmières qui sauvent les vies, surtout aux équipes du chemin de fer et aux conducteurs qui approvisionnent le front, aux constructeurs qui font les rénovations, les restaurations des objets de l'infrastructure civile, aux ingénieurs des usines de défense qui fonctionnent pratiquement en permanence en plusieurs équipes, aux travailleurs dans la campagne qui assurent la sécurité agroalimentaire de notre pays. Et je remercie bien sûr les professeurs qui font soin sincèrement des jeunes générations des Russes, surtout de ceux qui travaillent dans les conditions adjacentes au front, aux acteurs de la culture qui visitent les zones des opérations, surtout pour soutenir les officiers. Surtout, je me tiens à remercier les bénévoles et les civils, aussi bien que les journalistes. Et surtout, je parle des correspondants militaires qui, en risquant leur vie sur la ligne de front, essaient de faire propager la vérité. Surtout, les prêtres militaires qui inspirent par leurs paroles les militaires, surtout les entrepreneurs, tous ceux qui font leur devoir civique et professionnel et humain, tout simplement. Et surtout, des paroles distinctes sont réservées aux citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et des régions de Zaporogie et de Kherson. Vous tous, vous avez choisi votre futur. Vous avez défini votre futur pendant les référendums. Vous avez fait un choix ferme, malgré les menaces des terroristes, dans les conditions où il y avait des opérations de combat à côté. Mais il n'y avait rien d'autre que votre détermination d'être avec la Russie, avec votre patrie. Nous avons déjà commencé, nous allons intensifier.
Je tiens à souligner que cette réaction de l'audience est réservée à l'attention des citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporogie. Nous les remercions encore tous ensemble. Nous avons déjà commencé, nous allons intensifier le programme de grande échelle de restauration de l'infrastructure civile afin de développer ces régions de la Fédération de Russie. Il faut faire renaître les entreprises et les emplois. Les ports de la mer d'Azov, qui est redevenue la mer interne de la Russie, pour construire les autoroutes modernes comme nous avons fait en Crimée, qui maintenant a un lien sûr avec le reste de la Russie par la terre. Et par les efforts communs, nous allons mettre en œuvre ces projets parce que tout le monde assure le soutien direct au peuple des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Ils le font sincèrement comme des vrais frères et sœurs. Maintenant, nous sommes ensemble. Ça veut dire que nous sommes encore plus forts. Nous allons tout faire pour que la paix durable, bien entendu, revienne sur notre terre afin de garantir la sécurité des gens. Et pour tout cela, pour nos ancêtres, pour le futur de nos enfants, pour la restauration de la justice historique, pour la réintégration de notre peuple, ce sont nos combattants qui battent. Ce sont nos héros. Chers amis, je tiens de rendre hommage de nos combattants qui ont donné leur vie pour protéger la Russie, surtout des civils, des vieux et des enfants qui sont morts à cause des terroristes. Merci. Nous tous comprenons et surtout moi je comprends à quel niveau il est insupportable des filles et des femmes de ceux qui sont morts, de leurs parents qui ont éduqué les protecteurs dignes de leur patrie comme les jeunes de la garde qui, pendant la Grande Guerre patriotique, se sont battus contre le nazisme en protégeant le Donbass. Et surtout, je rends hommage et surtout leur esprit de sacrifice. Et toute la Russie s'en souvient. Notre devoir, c'est de soutenir les familles qui ont perdu les proches, les membres de leur famille, surtout pour les aider à éduquer leurs enfants, surtout pour qu'ils puissent acquérir de nouveaux métiers. La famille de chaque participant à l'opération militaire spéciale doit être le centre du soin et de l'attention. Et nous devons toujours réagir à leurs besoins sans bureaucratie. Et je propose de créer un fonds d'État dédié dont l'objectif c'est d'allouer une aide financière de ceux qui sont morts et aux anciens combattants de l'opération militaire spéciale. Ce fonds d'État va coordonner l'aide psychologique médicale, surtout pour résoudre les question du repos, surtout il va aider dans le sport, sur le plan culturel, dans l'entrepreneuriat, pour améliorer le niveau de compétences, pour donner la possibilité d'acquérir de nouveaux métiers. Et l'un des objectifs principaux, c'est la mise en place du soin à long terme à la maison de ceux qui surtout qui ont besoin des prothèses. Et je demande le gouvernement avec la commission d'État pour les problèmes sociaux avec les régions dans les plus brefs délais résoudre les questions d'organisation et le fonctionnement de ce fonds d'État doit être ouvert et surtout l'aide doit être simple comme d'après le simple principe seule fenêtre parce que chaque famille, je tiens à souligner chaque famille de ceux qui sont morts, chaque ancien combattant doit bénéficier d'un coordinateur social personnel qui va l'aider.
qui, pendant la conversation personnelle en temps réel, va résoudre les questions qui apparaissent. Et j'attire votre attention que cette année, les structures de ce fonds doivent être déployées dans toutes les régions russes. Nous avons déjà des mesures de soutien des anciens combattants de la Grande Guerre patriotique, des opérations, des conflits locaux. Et je pense qu'au futur, le fonds d'État en question va aussi s'occuper de ces questions d'importance. Nous devons étudier cette question et j'aimerais le demander à notre gouvernement. La mise en place de ce fonds, je tiens à souligner, ne fait disparaître la responsabilité des autorités des autres niveaux de l'exécutif. Et surtout, j'attends des municipalités, des autorités locales qui fassent attention directe aux anciens combattants et à leurs familles. Et dans ce contexte, j'aimerais remercier les dirigeants des régions russes parce que cette année, les chefs des régions qui rencontrent les gens, cette année qui visitent la ligne de contact opérationnel, soutiennent leurs compatriotes. Et surtout, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, les officiers de cadre et ceux qui sont mobilisés et qui assurent l'approvisionnement, qui partagent la fatigue de ceux qui se trouvent sur le front. Parce qu'il s'agit aussi du soutien médical, mais quand même, les demandes que nous recevons à mon niveau et nos gouverneurs aussi, les organismes du parquet militaire et nos commissaires droits de l'homme, très souvent le disent que pas toutes les questions sont résolues. C'est pour ça que dans chaque cas concret, nous devons étudier jusqu'au dernier détail. Et surtout en ce qui concerne le service dans la zone de l'opération militaire spéciale, et tout le monde le comprend, est directement lié avec des charges gigantesques, colossales, et surtout morales, et surtout avec le risque à leur vie tous les jours. Et nous pensons qu'il faut établir pour tous les participants à l'opération militaire spéciale et en tant que bénévoles aussi un congé régulier d'une durée minimum de 14 jours, au moins une année par an, sans compter le jour du trajet, du voyage, pour que chaque combattant puisse avoir la possibilité de visiter leur famille, leurs proches. Chers collègues, aujourd'hui, comme il est connu, par le décret présidentiel, nous avons adopté le plan de la construction militaire pour 2023-2025. Et le travail lié avec la mise en place de ce plan et ce projet est en cours et que nous sommes en train de corriger. Et les pas que nous allons y rajouter pour renforcer notre armée et notre marine, et surtout, je tiens à souligner le développement prometteur de nos forces armées, nous devons y intégrer l'expérience militaire opérationnelle issue de l'opération militaire spéciale, qui est extrêmement importante pour nous, qui n'a pas de valeur même. Parce qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, le niveau d'approvisionnement des forces de dissuasion nucléaire russes par des systèmes les plus avancés dépasse 91,3%. Et compte tenu de l'expérience que nous avons accumulée, nous devons atteindre le même niveau de qualité pour les autres composants des forces armées russes. Les officiers et les sergents qui se sont manifestés en tant que commandants décisifs, compétents et qui sont très nombreux seront sélectionnés en priorité pour les postes leaders et seront envoyés dans les écoles militaires qui vont servir de la réserve pour nos forces armées. Et bien sûr, ils doivent être demandés dans les autorités civiles de tous les niveaux. J'aimerais juste l'attention de nos collègues parce que c'est un point très important. Les gens doivent comprendre que la patrie apprécie leur contribution dans la protection de leur patrie. Nous allons mettre en œuvre les technologies les plus avancées qui vont améliorer les compétences de qualité de l'armée, de la marine et surtout les spécimens du matériel. Nous les avons déjà dans chaque direction, dans chaque axe. Et très souvent, leur majorité dépasse de qualité les équivalents étrangers. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déployer en masse les productions en Syrie et c'est ce que nous faisons actuellement. Parce que la
la cadence continue à s'accroître. Et surtout, je tiens à souligner, sur la base de nos propres ressources élémentaires russes. Et surtout, la commande de l'État y intègre les représentants des entrepreneuriats de moyens et de gros secteurs. Aujourd'hui, nous avons des salariés très compétents et nous avons beaucoup de plus de gens de talent très jeunes qui visent à assurer la percée. Et surtout, nous devons tout faire pour la victoire. Nous allons renforcer encore les garanties sociales. Ça concerne le salaire et tous les services sociaux qui sont liés. Et nous allons lancer un programme spécial de conditions favorisées pour le logement, pour eux. Et leur taux d'intérêt sera significativement plus bas puisque le gouvernement prendra en charge le financement de ces logements. Nous avons évidemment discuté avec le gouvernement de toutes ces mesures, nous avons mis au point tous les détails et sans tarder, nous lançons ce programme de logement en location et cela renforce tous les centres de recherche en matière de défense. Chers collègues, comme je l'ai déjà dit, l'Occident a lancé une campagne pas seulement militaire et médiatique, mais aussi économique contre nous, mais nulle part il n'a obtenu de résultat, il n'en aura aucun. De plus, les initiateurs des sanctions se punissent eux-mêmes, puisque dans leur propre pays, il y a des pertes d'emplois, il y a des fermetures d'entreprises, il y a une inflation, et ils disent à leurs citoyens, nous l'entendons, ils disent que ce sont les Russes qui sont les coupables de tout. Ces moyens sont utilisés dans cette politique d'agression sur la base de sanctions. Ils imposent des restrictions à nos entreprises, à nos communications. Ils nous privent d'accès au marché de l'exportation. Et cela constitue tout simplement un pillage de nos réserves. Ils essaient de détruire le rouble en provoquant une inflation destructive. Je le répète encore une fois, les mesures contre la Russie, ce n'est qu'un moyen. Mais l'objectif déclaré par eux-mêmes, c'est une citation, c'est de forcer à souffrir le peuple russe. Voilà, ce sont ces humanistes qui disent ça. Ils veulent forcer le peuple à souffrir pour déstabiliser notre société de l'intérieur. Leur objectif n'a pas été atteint. L'économie russe, son système de gestion s'est avéré beaucoup plus solide que ne le supposait l'Occident. La Banque de Russie, les entités de la Fédération de Russie, le gouvernement, le Parlement ont permis d'assurer une stabilité de l'entreprise. Ils ont protégé les citoyens, ils ont préservé les emplois, ils ont trouvé le moyen de compenser les pertes sur les marchés. Ils ont soutenu le système financier et ils ont assuré le développement du pays. Et déjà au mois de mars l'année dernière, nous avions lancé un programme de soutien aux entreprises pour un montant total de 1000 milliards de roubles. Ce n'est pas une politique d'émission, je tiens à le préciser. Tout cela repose sur les lois du marché concrètes. Et à l'issue de l'année 2022, le PIB a baissé. Certains m'ont dit, il faudrait que, Monsieur le Président, vous le disiez. Et donc j'ai eu l'information hier, donc je dis oui. Nous avons respecté les plans. On nous avait proposé, on nous avait annoncé une baisse de 20%, de 25% du PIB. Nous sommes à 10% de baisse. Et
on a une baisse de 2% finalement du PIB, et je tiens à rappeler qu'en février-mars de l'année dernière, on nous avait promis un effondrement. Les entreprises russes ont réorganisé les chaînes logistiques et elles ont trouvé de nouveaux partenaires fiables. Et c'est la plupart des partenaires qu'on trouve dans le monde. Je tiens à noter que la part du rouble dans les paiements des entreprises a augmenté et constitue aujourd'hui un tiers. Et avec les pays amis, c'est plus de la moitié des échanges. Et nous allons continuer avec nos partenaires à la mise en place de systèmes de paiement internationaux qui soient indépendants du dollar et des autres réserves financières des pays occidentaux, parce que face à une telle politique occidentale, nous sommes obligés de trouver d'autres solutions. Ils font eux-mêmes tout de leurs mains. C'est eux qui ont provoqué ça. C'est pas nous qui diminuons les paiements en dollars, mais comme monnaie universelle. C'est eux qui l'ont créé eux-mêmes de leurs propres mains. Vous savez, il y a cette expression qui dit des canons au lieu de l'huile, mais évidemment aujourd'hui c'est une priorité. Et quand nous respectons nos objectifs stratégiques, il faut bien avoir conscience que nous ne devons pas détruire notre économie. Nous devons au contraire réunir les conditions favorables au développement de notre pays. Et c'est la logique que nous mettons en pratique et que nous continuerons à employer. Beaucoup de secteurs industriels de base civile, non seulement n'ont pas réduit, mais ont augmenté leur production. Et on a, pour la première fois cette année, on a eu 100 millions de mètres carrés d'augmentation des terres exploitées, avec une croissance à 2 chiffres. Et donc merci à tous les producteurs du secteur agroalimentaire et aux agriculteurs. Ils ont apporté une moisson record l'an dernier avec 150 millions de tonnes de céréales. Et au mois de juin prochain, nous pourrons avoir un volume d'export de 55 à 60 millions de tonnes de céréales. Et c'est qu'un record un record absolu. Si vous vous souvenez, je pense que certains d'entre vous se souviennent des chiffres que nous avions encore récemment. L'ancien vice-premier ministre et le ministre de la... On avait des moissons de 60 millions de tonnes. Aujourd'hui, 55-60 millions, c'est seulement l'export. Donc ça veut dire que nous avons tous les moyens de nous développer, mais aussi dans les autres secteurs. Nous avons évité un affaissement du marché de l'emploi, mais nous avons même au contraire une baisse du chômage. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que nous avons autour de nous, le marché du travail est devenu plus agréable qu'il n'était précédemment. Souvenez-vous, avant la pandémie, nous avions 4 et quelques pourcents de chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 3,7. Donc 3,7, vous voyez. Donc c'est un minimum historique. Je le répète, l'économie de la Russie a surmonté les risques qui se sont présentés. Beaucoup de ces risques étaient difficiles de calculer à l'avance. Il a fallu parfois agir à la godille, mais en tout cas, nous avons réussi à prendre des décisions avec les milieux d'affaires de façon aussi rapide que possible. Et encore une fois, les initiatives privées ont eu un très grand rôle ici, notamment au niveau des PME. Et cela, il ne faut pas l'oublier. Nous avons évité de grands problèmes dus aux procédures administratives. Ce qui est important aussi, c'est que la récession n'a été observée
que pendant le deuxième trimestre de l'année dernière. Dès le troisième trimestre, nous avions au contraire une croissance. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un nouveau cycle de croissance économique et d'après les socialistes, sa structure, son modèle revêt un caractère tout à fait nouveau. Donc, il y a de nouveaux accès aux marchés mondiaux. Nous avons notre propre marché intérieur qui a évolué et il y a aussi la mise en place de nouveaux cadres. Et cela nous permet de mettre en valeur de nouveaux potentiels de la Russie dans des secteurs tout à fait différents. Et nous avons aujourd'hui une croissance confirmée pour beaucoup de nos secteurs et les entreprises peuvent aujourd'hui en bénéficier en proposant sur différentes niches, sur les marchés internationaux, des produits qui se substituent aux produits de fabrication occidentale. On a donc un tableau général ici et on comprend que nous avons des problèmes structurels, notamment en logistique, en finance, en technologique, en personnel, mais cela nous permet de voir la nécessité dont nous parlions depuis longtemps de procéder à des transformations. Et aujourd'hui, ces transformations, c'est une nécessité vitale et cela change considérablement la situation et ça la change de façon positive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un développement durable ici pour la Russie, c'est-à-dire un développement qui soit souverain, sans insensible aux pressions extérieures qui peuvent se manifester avec des garanties de sécurité, de protection des intérêts de la patrie. Je le souligne, le sens de notre travail n'est pas de s'adapter à la situation, mais notre objectif stratégique est de placer notre économie à de nouveaux horizons, parce que tout évolue aujourd'hui et tout cela évolue de façon extrêmement rapide. Donc ce n'est pas seulement une question de défi, c'est une question d'opportunité. Et c'est aujourd'hui le cas, et je l'ai dit, et la façon dont nous mettons cela en œuvre aujourd'hui, c'est ce qui est important. Il faut supprimer toute dissension entre les différents services de l'État, doit être simplifié. Il faut agir, il faut viser le résultat. Et c'est ça qui doit être notre objectif. Et l'essor des entreprises russes est ici déjà un gage de victoire. On construit des kilomètres de route, c'est important. On construit une nouvelle école, un nouveau jardin d'enfants, c'est une victoire. Nous ouvrons un nouveau sens de recherche scientifique, c'est aussi une victoire. Et ça, c'est chaque petit succès est gage de notre victoire à tous. Dans quelles filières peut-on insister notre travail de partenariat entre l'État et les régions? Premier point, c'est l'extension des liens prometteurs au niveau de l'aménagement logistique, avec de nouveaux corridors. Il y a par exemple la nouvelle autoroute Moscou-Kazan, les autoroutes vers Tyumen, vers Vladivostok, tout ça, avec des accès vers le Kazakhstan et la Chine. Et notamment, nous pouvons renforcer nos liens économiques et commerciaux avec les pays de l'Asie du Sud-Est. Une attention particulière est adressée actuellement, déjà ceux qui travaillent avec moi le savent, et il y a le corridor nord-sud et dès cette année, sur le canal de Volga-Caspienne, nous pourrons ouvrir de nouveaux itinéraires pour la coopération avec l'Inde, le Pakistan et d'autres pays de l'Extrême-Orient. Et nous allons continuer à développer ce corridor. Pour nous, c'est important de renforcer aussi l'orientation, les grandes lignes ferroviaires vers l'Est. Et pour nous, c'est essentiel, mais cela permet aussi de résoudre un certain nombre de problèmes de développement national, notamment sur l'orientation du Grand Nord et de la zone arctique. Il y a le renforcement du réseau routier, des télécommunications, et aujourd'hui, 15% des routes et dans certains lieux, 50% des routes seront mises aux normes actuelles.
Nous poursuivrons aussi le programme de gazification gratuite. Nous avons décidé de l'étendre à certains sites d'importance sociale du type écoles, hôpitaux, etc. Et pour les habitants, ce programme sera opérationnel de façon permanente. Ça veut dire que les citoyens pourront toujours demander à bénéficier de cette gazification où qu'ils habitent. Et donc, toute maison pourra être reliée au réseau de gaz. Et cela s'accompagne évidemment des transformations et des investissements qui sont faits avec 4 000 milliards de roubles pour l'amélioration des services communaux, puisqu'on sait très bien qu'en Russie, ce secteur a été délaissé pendant longtemps. Il est important que ce programme bénéficie immédiatement d'un financement stable, et c'est la charge du gouvernement. Nous allons renforcer aussi les possibilités technologiques de la Russie. Nous avons ici des potentiels à développer. Il y a dans certains secteurs, certains instruments ont été délaissés. Et aujourd'hui, il faut 100 services. Ça peut être des taux d'intérêt préférentiels. Cela peut viser aussi le domaine du BTP, de la construction de certains sites. Nous avons parlé souvent de ces questions. Mais aujourd'hui, des montants importants pour cette première étape ont été alloués jusqu'à 500 millions de roubles. Se peut, avec des délais corrects de 3, 5 et 7 ans, et il faut en bénéficier. À partir de cette année, nous avons un nouveau régime de fonctionnement des clusters, ce qui permet aux entreprises résidentes de bénéficier des structures de soutien à la production et de pouvoir répondre aux appels d'offres de l'État. Les premières estimations disent que d'ici 2030, nous devrions avoir 10 000 milliards de roubles investis dans ce domaine. Et le montant de ces investissements, à la première étape, peut être déjà de 2 000 milliards, mais il y a déjà, je demande au gouvernement d'accélérer autant que possible le lancement de ces projets et de soutenir les entreprises en proposant des mesures de soutien généralisées. Et je sais que les structures de financement n'aiment pas trop accorder de privilèges, mais ici, il faut quand même agir de façon opérationnelle et assez créative. Et à partir de cette année, les entreprises russes pourront réduire les contributions fiscales en proposant des nouvelles solutions dans le domaine des hautes technologies, en intelligence artificielle, avec un coefficient augmenté de productivité, c'est-à-dire que pour chaque rouble investi dans une entreprise pour l'achat de matériel haute technologie, il y aura une aide à l'investissement à hauteur de 1,5 rouble. Encore une fois, il s'agit ici de l'achat d'équipements de haute technologie de fabrication russe. Et ici, il y a des manœuvres transversales à mettre en place pour que tous les secteurs industriels puissent en bénéficier. Autre question importante, c'est une solution positive qui va raviver l'économie. Donc le troisième point, c'est en faveur de la croissance économique, c'est améliorer le climat des investissements. La Russie n'a pas besoin d'emprunter, de réclamer de l'argent à l'étranger et d'avoir de longues discussions sur combien, à quelles conditions, pour combien de temps. Les banques russes travaillent de façon stable. Elles ont une réserve de souplesse et le volume de la masse d'investissement des banques a augmenté. Il y a eu beaucoup de craintes sur ce sujet, mais finalement, on a constaté une croissance. Et c'est une croissance de 14%, c'est plus que ce qu'on avait en 2021.
où cette augmentation était de 11,70% et aujourd'hui on est à 14%. Le volume des crédits hypothécaires a également augmenté et à la fin de l'année dernière, le secteur bancaire a été bénéficiaire, pas forcément à très gros niveau, mais il était quand même bénéficiaire à hauteur de 230 milliards de roubles. Pour le deuxième trimestre de l'année en cours, l'inflation devrait être autour de 4% et ça faisait partie des objectifs que nous étions fixés. D'ailleurs, je vous rappelle que dans certains pays de l'Union européenne, nous avons aujourd'hui des inflations à 17, 20%, 25%. Donc aujourd'hui, on est entre 4 et 5%, entre la Banque centrale et le ministère des Finances, ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais enfin, on est dans cet ordre-là. Et donc c'est une politique, c'est une dynamique positive qui est importante pour pouvoir, à l'avenir, baisser les taux de crédit. Et donc, les crédits seront plus accessibles. Et cette source de ressources d'investissement est importante pour les entreprises. Mais nous avons aussi besoin de stimuler les afflux financiers. Je demande au gouvernement de d'élaborer un projet de loi à soumettre à la Douma pour que, dès avril de cette année, nous ayons la possibilité de proposer des conditions plus favorables pour que les citoyens puissent travailler ici, chez eux, dans notre pays, préserver leurs emprunts de façon à ce que ce mécanisme permette d'assurer aussi en même temps les banques, parce que je rappelle que les citoyens sont garantis à plus d'1,5 million de roubles pour ces crédits. Il faudrait qu'on ait plus que ça, 2,8 millions de roubles de garantie. En plus, nous devons protéger les épargnes des citoyens dans d'autres outils d'investissement à long terme, aussi de la faillite des intermédiaires financiers. Et des décisions respectives doivent être prises pour protéger les capitaux dans les filières de haute croissance où nous devons prévoir le placement des actions sur la bourse intérieure, y compris les avantages fiscaux pour les entreprises, aussi pour les acheteurs de ces actions. Un des éléments très importants de la souveraineté économique, c'est aussi la liberté de l'entrepreneuriat. Je tiens à souligner que l'entrepreneuriat privé, sur fond de tentatives de fragiliser la Russie et d'endiguer la Russie, a démontré sa capacité de s'adapter dans les conditions complexes d'assurer la croissance économique. Pour cette raison, chaque initiative qui serait bénéfique pour le pays doit être soutenue. Et je pense dans ce contexte correct de revenir à la question de réviser les normes de la criminalité, aussi du point de vue des composants économiques des crimes. Évidemment, l'État doit contrôler ce qui se passe dans ce domaine. On ne peut pas tolérer la liberté complète, mais surtout, il ne faut pas trop presser parce que nous devons aussi nous progresser dans ce sens-là de décriminaliser le code pénal et avec les ordres de l'ordre. Et nous pensons qu'ils vont assurer ce travail consécutif. En même temps, je demande au gouvernement, en étroite coopération avec le Parlement, de soumettre les mesures supplémentaires qui puissent accélérer le processus de retour des capitaux des offshore à l'étranger. Et surtout, les milieux d'affaires doivent agir sur le plan juridique légal. C'est le principe de base. Et dans ce contexte, chers collègues, un petit aparté philosophique. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter en plus dans ce contexte? Nous nous rappelons avec quel problème, avec quel déséquilibre l'économie russe de la dernière étape a fait face. Et pour cette raison, après la disparition de l'URSS dans les conditions de chaos dès 1990, le pays a commencé à créer l'économie basée sur les relations économiques et aussi des biens privés.
dans l'ensemble, c'était tout à fait correct et dont les pays occidentaux se servaient de l'exemple. Comme vous connaissez très bien, il y avait beaucoup de conseillers dans ce domaine ici chez nous, mais il a suffi de copier leur modèle. Sauf que déjà à l'époque, ils se battaient entre eux parce que les Américains et les Européens n'étaient pas d'accord sur le plan du développement économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre économie nationale, dans sa grande majorité, a commencé à mettre son focus sur l'Occident, tout d'abord en tant que source de matières premières, avec de petits détails, mais dans l'ensemble comme la source des matières premières, dont les raisons sont simples, parce que les nouveaux milieux d'affaires russes en apparition essayaient de suivre les modèles des autres pays avancer surtout pour faire de l'argent très vite, pour faire des bénéfices vite. Et qu'est-ce qu'apportait? C'était la vente de ces ressources comme du pétrole et du gaz, du métal et du bois. Peut-être il n'y a pas beaucoup de gens qui pensaient, peut-être il n'y avait pas de possibilité d'investir à long terme. Pour cette raison, d'autres filières économiques à long terme ne se développent pas si fort. Et pour casser cette tendance, nous avons déjà tous vu, pour casser cette tendance, nous avons mis plusieurs années pour ajuster le système fiscal à l'échelle pour garantir les investissements de l'État. Et nous avons atteint des changements réels et bien visibles. Nous avons un résultat. Mais quand même, je tiens à répéter encore une fois, nous devons tenir compte en quelles conditions nos grandes entreprises se développent. Parce que les technologies étaient disponibles à l'Occident, les sources financières étaient plus disponibles aussi, les marchés de vente étaient aussi à l'Occident. Les capitaux naturels, évidemment, ils ont commencé à partir là-bas. Et au lieu d'élargir la production ici, au lieu d'acheter les technologies et du matériel pour créer de nouveaux emplois ici, chez nous, à l'intérieur de la Russie, eux, ils ont dépensé pour acheter des résidences à l'étranger, des yachts, des résidences luxueuses. Après, ils ont commencé aussi à investir dans le développement, mais tout d'abord, à la première étape, c'était un grand flux par lequel l'argent partait, surtout par la consommation. Chaque fois qu'il s'agit d'une richesse, bien sûr, elle est toujours accompagnée des enfants, de leur éducation, de leur vie et de leur futur. Et prévenir le développement de ces situations était extrêmement difficile pour l'État, parce qu'à l'époque, nous vivions dans le paradigme du marché libre, mais les derniers événements, ils ont démontré que l'image de l'Occident comme un bon endroit pour cacher est devenu juste et ceux qui envisageaient la Russie comme la source pour faire de l'argent et ceux qui pensaient vivre à l'étranger, ils ont perdu beaucoup parce que finalement, ils ont payé. Et finalement, même les ressources qui ont été gagnées sur une base légale, ils ont été confisquées. Quand on parle aux représentants des PME russes, nous avons déjà dit que vous allez fatiguer de visiter les fonctionnaires à l'Occident. Et voilà ce qui s'est passé en réalité, parce qu'en essayant de protéger vos droits dans leurs tribunaux. Et je vais rajouter un point très simple mais très important. Personne parmi les gens ordinaires du pays n'a jamais eu pitié par rapport à ceux qui ont perdu des capitaux dans les banques occidentales à l'étranger. N'ont pas eu pitié par rapport à ceux qui ont perdu leur palais, des yachts à l'étranger et tout ce qui va avec. Et surtout, ce qu'on appelle dans les conversations la cuisine. Très souvent, je m'en commence à se rappeler la privatisation des années 1990, quand les grandes entreprises créées par le pays et ont été vendues pour plusieurs copecs, surtout quand ils ont vu les richesses des nouvelles élites, soi-disant. Et ce qui est très important, après toutes les années de disparition de l'URSS, l'Occident a essayé d'initier ce feu dans les pays ex-soviétiques et surtout pour faire disparaître notre espace historique. Ils favorisaient et ils essayaient de faire attaquer notre pays par des terroristes internationaux au périmètre de nos frontières en ignorant nos intérêts, en utilisant les moyens de dissuasion et de suppression économique. Et aussi de grandes entreprises russes. Dans quel but est-ce que je le dis? De grandes entreprises russes répondent
est responsable du fonctionnement des grandes entreprises pour milliers de travailleurs et aussi définit la situation et le développement économique dans plusieurs régions russes. Et très souvent, les directeurs et les propriétaires de leur milieu qui sont contrôlés par les gouvernements qui mènent une politique hostile par rapport à notre pays représentent une grande menace pour nous, un grand danger pour nous. Et cet état de choses ne peut pas être toléré. Bien sûr, chacun a la possibilité de choisir. Il y a quelqu'un qui veut finir son siècle dans un palais sous arrestation avec des comptes gelés parce que s'ils avaient choisi une capitale attractive à l'Occident, d'une station balnéaire assez chaude à l'étranger, c'est le droit de chacun. Évidemment, nous ne voulons pas du tout nous y engager, mais quand même, c'est déjà le bon moment de comprendre que pour l'Occident, ces gens-là ont toujours été des gens de deuxième catégorie, avec ce qu'on peut faire tout, même leur titre de comte, de père, etc. Ils doivent comprendre que ce sont les gens de deuxième catégorie. Mais quand même, les gens, ils ont aussi la possibilité de faire le deuxième choix. Il y a un autre choix, être avec sa patrie, travailler pour les compatriotes, non seulement faire apparaître de nouvelles entreprises et transformer la vie autour de vous, dans les villages et dans la localité, dans les villes. Il y a autant d'entrepreneurs, de vrais combattants dans les milieux d'affaires. Nous en avons beaucoup. Et c'est eux qui vont assurer le développement de notre futur, de nos entreprises. Tout le monde doit comprendre finalement que les sources de prospérité et le futur doivent être faits ici dans le pays natal, en Russie. Et dans ce cas-là, évidemment, nous allons créer une économie autonome, sûre, qui n'est pas cachée du monde entier, mais qui bénéficie de ces avantages de compétition, parce que tous les capitaux russes qui ont été réussis ici doivent fonctionner pour assurer le bien-être de notre pays, parce que nous avons de grandes perspectives dans le développement de l'infrastructure, de l'industrie de développement et de traitement et du tourisme interne. Je veux que tous ceux qui ont déjà vu ces tentatives des loups de l'Occident en essayant de courir avec une main ouverte, en s'humiliant, en demandant le retour de votre argent, ça n'a aucun sens. Et surtout, ce n'est pas utile dans les conditions contemporaines où vous avez déjà les compréhensions avec qui vous dialoguez. Il ne faut pas essayer de revenir par le passé. Il faut transformer votre propre vie, votre travail, surtout que vous êtes des gens forts. Je m'adresse aux représentants de nos milieux d'affaires parce que je connais beaucoup personnellement, parce que ce sont des gens forts qui ont vécu vraiment une école de vie dure. Vous devez lancer de nouveaux projets, vous devez investir en Russie. Investissez dans l'apparition de nouveaux emplois, aidez les écoles et les universités, et aussi la culture et le sport et la santé publique. Et seulement de cette façon, et vous allez multiplier vos capitaux et vous allez avoir la mérite des gens pendant des générations à venir. Et le gouvernement et la société vont vous soutenir, bien sûr. Je propose de considérer que c'est vraiment un message pour notre grande entreprise et surtout, chers collègues, la Russie c'est un pays ouvert et surtout c'est une civilisation autonome et surtout dans cette affirmation il n'y a aucune prétention d'exclusivité ou de la suprématie, mais c'est notre civilisation et ce qui est essentiel là-dedans, ce sont nos ancêtres qui nous l'ont donnée et nous devons la préserver
pour nos futures générations et nous devons la prospérité de notre civilisation. Nous allons développer la coopération avec nos amis, avec tous ceux qui sont prêts à travailler avec nous. Nous allons prendre les meilleures pratiques, mais surtout nous devons compter sur notre propre potentiel, vraiment sur l'énergie positive de la société russe, sur nos propres valeurs et les traditions. Et j'aimerais parler des spécificités et typique de notre peuple, parce que la Russie, c'est un pays qui reflète complètement cette spécificité. Nous pouvons tenir la parole, nous pouvons faire la vraie amitié. Nous n'avons jamais vous laisser tomber. Nous allons vous toujours soutenir dans les conditions dures. Nous allons toujours aider ceux qui sont trouvés dans un malaise. Tous ceux qui se rappellent que à l'époque de la pandémie, nous étions parmi les premiers qui avaient soutenu certains pays européens, y compris l'Italie, dans d'autres pays aussi, dans les conditions pendant les premières semaines du Covid, quand il est venu. Nous n'allons pas oublier quand nous avons aidé, comme par exemple dans le cas du séisme en Syrie, en Turquie, récemment. Et c'est vraiment le peuple russe, c'est la base de la souveraineté à développer. C'est vraiment la source du pouvoir parce que les droits sont intouchables, parce qu'ils sont garantis par notre Constitution. Et malgré les menaces et les dangers extérieurs, nous allons toujours les protéger. Et dans ce contexte, je tiens à souligner que les élections régionales aussi en septembre prochain et aussi les élections présidentielles en 2024 en Russie seront réalisées en stricte conformité avec la loi, avec le respect de toutes les procédures démocratiques garanties par la loi. Parce que chaque fois qu'il s'agit des élections, il s'agit de la résolution de différentes tâches sociales. Et les forces politiques, les deux, sont toujours consolidées dans l'essentiel. L'essentiel, c'est pour nous tous, c'est la sécurité et la prospérité du peuple, la souveraineté et les intérêts nationaux. Et je tiens à vous remercier tous de cette position responsable et ferme. J'aimerais rappeler les paroles de M. Stolypine qui protégeait les intérêts de la patrie, qui avait dit à la demande d'État plus de 100 ans, mais pleinement, qui vraiment répète ce qui se passe actuellement. Dans l'affaire et dans la cause de la protection de la patrie, nous devons nous tous réunir, nous devons concorder nos efforts, nos obligations et nos droits afin de soutenir le seul droit historique de suprématie, le droit de la Russie, restait forte. Parmi les volontaires qui sont aujourd'hui en première ligne sur le front, il y a des députés de la Douma et des députés régionaux, des représentants du pouvoir exécutif à différents niveaux, de villes, de villages, de quartiers, d'arrondissements. Ce sont des représentants des partis, des gens qui sont impliqués dans l'acheminement de biens humanitaires, qui participent au combat. Merci pour cette prise de position patriotique. Un grand rôle est joué dans ce renforcement de l'entité sociale, de l'identité sociale, par la proximité entre les organes de pouvoir et la population. C'est très important pour renforcer la confiance et la foi en le caractère stable de l'État. Et je prie le gouvernement et tous les organes de pouvoir de proposer des instruments de soutien direct, des équipes de pouvoir à tous les niveaux, y compris jusqu'aux plus petites municipalités, de façon à assumer les responsabilités, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la population, vis-à-vis du pays dans son ensemble. Et pour renforcer nos valeurs, notre identité nationale, il est primordial d'avoir un système d'enseignement et notamment d'éducation patriotique. Et les fonds d'initiatives culturelles, les fonds de développement d'Internet et d'autres instruments permettent de soutenir ce mouvement, le soutien des différents courants artistiques, que ce soit le réalisme ou l'avant-garde, mais tout cela
doit éduquer les gens vers la beauté, vers ce qui est bon et tout ce qui est... il y a les questions importantes ici, c'est de pas de diviser la société, mais au contraire de l'unir autour de cette préoccupation de qualité. Le développement du domaine culturel est très important et aussi dans le Donbass et en Nouvelle-Russie. Il s'agit ici de réparer, de remettre en état un certain nombre de bâtiments, que ce soit de musées, de monuments ou d'autres, et assurer le lien entre le passé et le présent dans l'optique de l'avenir, pour que les gens comprennent qu'ils appartiennent à un même espace culturel multiséculaire, celui de la Grande Russie. Donc la participation des enseignants est très importante ici. Donc c'est quelque chose à intégrer au processus scolaire et universitaire dans la connaissance de l'histoire, de la géographie, de la littérature, pour que les jeunes puissent en savoir toujours plus sur nos traditions, sur notre culture, car nous avons une jeune génération qui est très ouverte, qui est prête à travailler pour le bien de la patrie dans tous les domaines, que ce soit économique, social ou politique. Et pour ces gens, il faut qu'il y ait de nouveaux horizons qui s'ouvrent, notamment par le programme Leader de Russie. Et donc, c'est un travail de renaissance qui se fait. Et il y a un certain nombre de finalistes des concours organisés par le mouvement Leader de Russie sont aujourd'hui sur le front. Ils travaillent dans les territoires libérés. Ils travaillent à l'établissement de la vie sociale et économique dans ces territoires. Ils travaillent de façon tout à fait qualitative. Ils travaillent dans les écoles. Et rien ne remplacera l'école. C'est quelque chose de fondamental. C'est des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour cela, où qu'ils travaillent. Je tiens à soutenir que ceux qui sont nés dans le Donbass et en Nouvelle-Russie, qui s'est battu pour ces territoires, doivent être un appui essentiel dans le travail qui est mené en matière de développement de ces régions. Ce que je leur dis à ces gens-là, c'est que la Russie compte sur vous. Compte tenu des objectifs importants que nous avons à remplir devant l'État, nous avons à travailler de façon importante sur la sélection du personnel, des cadres ici. Nous avons parlé de la nécessité de définir clairement les priorités en matière d'enseignement, de recherche scientifique, notamment dans les domaines où nous avons déjà de très bonnes bases et où c'est important pour la vie du pays, qu'il s'agisse du transport, de l'énergie, des systèmes communaux, des services communaux, des hautes technologies. Et il y a toujours des recherches scientifiques fondamentales qui ont été menées dans tous ces domaines, et ce sont toujours elles qui permettent d'arriver à des progrès. Mais cela s'applique aussi au domaine de la culture. Il faut que les gens aient plus de liberté pour la création artistique. Donc, il ne faut pas avoir des cadres trop étroits, mais il faut qu'on ait une opportunité de développement qui soit mise en œuvre. Et chacun doit pouvoir montrer qu'il peut avoir des capacités en matière de leadership. On peut mettre en place de bonnes équipes qui seront fières d'elles. En décembre dernier, j'ai rencontré des jeunes chercheurs. Justement, une des questions qu'ils posaient, c'était la question du logement. Donc c'est un point important quand même. On a déjà des certificats d'aide aux jeunes scientifiques, mais l'an dernier, nous avons, dans cet objectif, alloué 1 milliard de roubles supplémentaires, et je demande au gouvernement de prévoir des réserves pour augmenter ce programme, puisque ces dernières années, on a vu un renforcement de l'autorité qu'ont les jeunes scientifiques. Donc c'est un travail qui doit être mené. Et on peut remarquer, évidemment, si on a une baisse historique du chômage à hauteur de 3,7, mais il nous faut de nouveaux cadres, il nous faut étendre le projet professionnalité
qui permet de renforcer la base scientifique et d'avoir un lien entre les écoles professionnelles, les programmes de formation et les entreprises. C'est très important que dans ce domaine, on ait des gens expérimentés qui peuvent donner l'exemple en matière de production complexe former en 3-5 ans des spécialistes dans le domaine, par exemple, l'électronique, en pharmaceutique, en agroalimentaire, en BTP, en transport et dans le nucléaire, évidemment. Et tout cela est important pour garantir la sécurité, la compétitivité aussi de la Russie. Et enfin, il y a une autre question qui est importante, qui est même très importante, c'est l'enseignement supérieur. Là aussi, il y a eu des changements notables qui ont été faits, notamment par la nécessité de nouveaux spécialistes dans certains domaines de notre activité économique, scientifique. Et ce qui était bon dans le système soviétique et dans l'expérience des dernières décennies, je propose, dans cette optique, d'abord de revenir à la formation de base de l'enseignement supérieur. Avec une formation de 4 à 6 ans dans une seule spécialité, par exemple une seule filière, un étudiant peut choisir des orientations spécifiques selon la carrière qu'il veut suivre. Deuxièmement, si la profession nécessite une spécialisation accrue, il faut que la personne puisse poursuivre cette formation en master ou en interne. Troisième point, il va y avoir des nouveaux critères qui vont être mis en place pour renforcer cette formation. Et ce passage au nouveau système doit se faire en douceur. Et nous devons travailler ici avec les parlementaires pour apporter un certain nombre d'amendements à la législation pour favoriser cette situation. Il faut examiner tout cela dans les détails parce que nos jeunes, nos citoyens doivent avoir de nouvelles opportunités en matière d'enseignement et d'accès aux débouchés sur le marché du travail. Et il faut plus d'opportunités, pas plus de problèmes, mais plus d'opportunités. Et je note en particulier les étudiants qui sont actuellement à l'université pourront poursuivre leur formation au moyen des programmes existants et leur formation peut être complétée aussi, mais avec les gens qui ont déjà terminé leurs études, qui ont déjà des diplômes. Ça peut se faire en master, ça peut se faire dans d'autres formules d'enseignement. Donc je demande au mouvement du Front National ici d'effectuer un suivi. Donc on avait l'année de l'enseignant en Russie. C'est un rôle essentiel. Cela permet de renforcer le rôle de l'enseignant dans la société. Et il faut avoir ce respect, cette gratitude envers nos enseignants. Gardons cela en mémoire toujours. Je m'arrêterai en particulier sur le soutien aux familles. Je tiens à noter que le budget dit enfant ou le budget pour le soutien à l'enfance et aux familles ces dernières années a augmenté, a été multiplié plusieurs fois. Ça veut dire que c'est la part du budget, c'est la ligne budgétaire qui connaît les plus grandes augmentations. Et je tiens à remercier les parlementaires et le gouvernement d'avoir soutenu dans un esprit de compromis toute cette politique. Depuis le 1er février, les montants des allocations familles ont été indexés avec 11% d'augmentation, mais il y a aussi pour les citoyens de Russie, notamment des nouvelles entités de la fédération,
il y a l'allocation maternité, par exemple, pour les régions de Zaporozhye, Kherson, Donetsk et Lugansk, pour les enfants qui sont nés à partir de l'année 2007 dans ces régions. C'est-à-dire que à partir du moment où nous avons lancé ce programme sur toute la Russie, je rappelle que cette décision a été prise à l'époque pour les habitants de Crimée et de Sébastopol. Nous poursuivons l'extension de ce programme pour améliorer le bien-être de la population. Donc il y a un objectif concret ici, c'est qu'il y en ait une augmentation réelle du niveau des salaires en Russie. Ça, c'est le point de départ. Avec celui du minimum vital, l'année dernière, nous avons augmenté déjà avec une augmentation de 25%, et cela dépasse le niveau d'augmentation de l'inflation. Et cette année, le minimum vital a été augmenté de 6%, et je propose à partir du 1er janvier 2024, en plus de l'augmentation prévue, mais de prévoir encore 10% supplémentaires, c'est-à-dire que le salaire minimum sera d'un montant de 19 000 roubles. En ce qui concerne le perfectionnement du système fiscal, à partir de l'an prochain, les familles de 2 enfants et plus avaient un avantage fiscal sur la vente d'un logement pour acheter un logement plus vaste. Et donc, il faut utiliser ces instruments de soutien. On a vu qu'il y a une demande pour que le budget familial ait plus de ressources, et je propose d'augmenter les réductions fiscales pour les familles qui ont des dépenses en enseignement pour les enfants, et aussi pour les enfants malades dont le traitement est coûteux, et l'État va rembourser aux familles qui auront dû acheter des médicaments coûteux. Et enfin, il est nécessaire non seulement d'augmenter le montant de cette déduction fiscale, mais il faut que cette déduction, de façon pratique, soit accessible rapidement et à distance pour les citoyens. Donc ce soutien fait que la situation démographique dépend différemment de cette. Je sais que certaines entités de la fédération veulent accélérer le processus de facilitation de l'accès au logement, aux structures sociales, et cette intention va être soutenue par les mécanismes suivants. Donc les programmes nationaux qui bénéficient de réserves budgétaires, et les régions pourront utiliser dès maintenant, avec des crédits du Trésor sans intérêt, et au mois d'août, ils seront automatiquement, les dettes seront automatiquement effacées. Et ça, c'est un très bon instrument. Nous allons maintenir notre attention sur cette question, et je demande à la commission spécialisée de suivre tout cela. Nous n'avons pas besoin de prendre tout ça d'assaut et d'augmenter les volumes, mais il s'agit ici d'avoir des ressources supplémentaires qui soient efficaces. Donc il faut qu'on ait un retour ici. Et ça, c'est important pour la modernisation du premier niveau des aides sociales. Ce programme avait été lancé en 2021, et je demande au gouvernement et aux autorités régionales de ne pas oublier que l'essentiel, le critère essentiel depuis, et j'en ai parlé souvent, ce ne sont pas les chiffres dans des tableaux, mais le résultat concret dans l'accès aux soins médicaux et aux services sociaux. Et je demande au gouvernement de rectifier la structure dans la législation pour l'accession au transport, aux accès aux soins
ou les visites médicales, l'accès aux routes, etc. Donc, nous avons lancé un grand programme de réfection des écoles. À la fin de cette année, il y aura de l'ordre de 3500 écoles qui auront été bénéficiaires de ce programme, et la plupart en territoire rural. Et c'est exprès. Cette année, ce programme se poursuit dans les républiques de Donetsk, Lugansk et les territoires de Kherson et Zaporozhye. Et donc, on voit concrètement ce qui se passe sur le terrain. Et nous avons donc cet objectif. Nous aurons systématiquement des attributions budgétaires pour la réfection des bâtiments, pour éviter que des bâtiments soient frappés, soient obsolètes et frappés de vétusté. Et il y a plus de 1300 écoles qui sont prévues pour être construites entre 2019 et 2024. Et encore l'année prochaine, on va en ajouter 400. Et je prie les autorités régionales de soutenir ce programme. Le budget fédéral a accordé en 2019, pour 2019-2024, presque 2000 milliards de roubles. Et ce rythme ne baisse pas. Il faut maintenir ce rythme. Cette année, nous avons augmenté la part budgétaire dans les investissements structurels. C'est-à-dire, en plus de ce que nous avons prévu, nous avons ajouté 250 milliards de roubles dans le développement des infrastructures de transport dans les régions. Et en plus, nous avons ajouté 50 milliards de roubles. Et ça permet de renforcer la structure des transports en commun sur la base des nouvelles technologies. Et je vous prie d'attirer votre attention notamment sur les villes petites, les petites localités en milieu rural. Nous avons déjà pris la décision de poursuivre jusqu'à 2030 les programmes d'assainissement écologique des secteurs ruraux et autour des entreprises industrielles, et les autorités régionales doivent veiller justement à la réduction des rejets dans l'air. Je dirais que nous avons bien travaillé en matière de réforme, de transformation des déchets pour avoir maintenant des cycles fermés. Et je vous prie de travailler au traitement des grandes décharges d'ordures. Et là, les grandes entreprises, les grandes villes doivent travailler concrètement à la suppression de ces décharges. Il y a un travail d'assainissement aussi sur les eaux uniques, par exemple le Baïkal, et il faut étendre ce programme aux rivières Don, Irtysh, Kama et d'autres. Il ne faut pas oublier non plus les rivières de petite taille. Donc c'est un travail qui doit se faire à tous les niveaux. Conformément à l'ordre que j'avais donné, il y a un projet de loi qui avait été lancé sur le développement du tourisme dans les zones écologiquement propres. Ce programme doit définir précisément où et comment peuvent être construits des sites touristiques. Je demande à la Douma d'accélérer l'examen de ce projet de loi. Quelques mots encore sur ce qui se produit autour de nous. Chers collègues, je m'arrêterai aussi sur un autre thème. Au début de février, il y a une déclaration de l'OTAN exigeant que la Russie de revenir à l'exécution de l'accord sur les armes offensives, en autorisant des inspections sur nos sites militaires. Je ne sais même pas comment qualifier cela, si ce n'est de théâtre de l'absurde. Nous savons très bien que l'Occident est directement impliqué dans les tentatives
de Kiev de frapper l'aviation stratégique russe. C'est-à-dire que les vieux drones soviétiques ont été rééquipés avec des technologies occidentales et maintenant ils veulent vérifier encore nos sites militaires. Dans les conditions actuelles, aujourd'hui, dans la confrontation, ça semble être du délire total. En même temps, je prie, ils veulent aussi faire des inspections. Ils veulent nous bloquer, nous, dans les inspections que nous ne voulons faire sur certains sites. Nos demandes ne reçoivent pas de réponse et finalement, on ne peut rien vérifier, nous. Encore une fois, les États-Unis, l'OTAN disent directement que leur objectif est d'effectuer des frappes stratégiques sur la Russie pour l'abattre. Et après, ils ont, comme si de rien n'était, ils veulent aller se promener sur nos sites militaires, y compris les sites de pointe. Il y a une semaine, par exemple, j'ai signé un décret sur l'alerte des troupes stratégiques. Est-ce qu'ils veulent venir comme ça ici? Ils croient qu'on va les laisser entrer? Avec leur déclaration collective, l'OTAN a fait ouvertement une demande pour participer à cet accord sur les armes offensives. Mais nous sommes d'accord, si vous voulez. De plus, nous considérons que ça fait longtemps qu'il fallait exagérer ça. L'OTAN, ce n'est pas seulement l'arsenal nucléaire des États-Unis, il y a aussi celui de l'Angleterre, il y a celui de la France. Ils se développent et ils sont également orientés contre nous, contre la Russie. Les dernières déclarations de leurs dirigeants ne font que le confirmer. Écoutez-les. On ne peut pas ignorer cela. On n'en a pas le droit, surtout aujourd'hui. De même que le premier accord sur le traité sur les armes offensives a été conclu par les États-Unis et l'URSS en 1991. La situation était différente. Il y avait une baisse des tensions et il y avait un renforcement de la confiance mutuelle. Mais ensuite, nos relations ont évolué de telle façon que la Russie et les États-Unis ne se considéraient plus comme des adversaires. Or, l'accord actuel de 2010 comprend des dispositions très importantes sur le caractère indivisible de la sécurité et ce sont des questions qui sont directement liées entre les armements de défense et les armes stratégiques. Et ça a été oublié depuis longtemps par les États-Unis. Ils se sont retirés de cet accord de ce traité. Donc tout maintenant est du passé. Donc nos relations se sont dégradées et ça, c'est le mérite des États-Unis. Ce sont eux, précisément, qui, après l'effondrement de l'URSS, ont commencé à procéder à une révision des résultats de la Deuxième Guerre mondiale et à la construction de l'architecture mondiale, avec un seul maître, en l'occurrence les États-Unis. Et pour cela, ils ont commencé à détruire toutes les bases de l'équilibre de paix qui avait été établi après la Deuxième Guerre mondiale, après Potsdam. Et pas à pas, ils ont commencé à revoir toutes les étapes qui avaient été mises en place et qui permettaient de procéder à un contrôle des armements. Ils ont déclenché toute une série de guerres partout dans le monde, dans un seul objectif, casser l'équilibre qui avait été l'architecture des relations internationales qui avait été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas une tournure de langage, c'est la chose qui s'est passée réellement à l'effondrement de l'URSS. Ils ont voulu rétablir, renforcer leur domination mondiale sans prendre en compte les intérêts de la Russie, mais aussi d'autres pays. Et après depuis 1945, le monde a évolué. De nouveaux centres de développement se sont mis en place, de nouveaux centres d'influence. C'est un processus naturel qu'on ne peut pas ignorer. Mais ce qui est inadmissible, c'est que les États-Unis ont commencé à aménager le monde seulement de façon à ce que ça convienne leurs intérêts égoïstes.
Et maintenant, plusieurs représentants otaniens donnent des signaux. En fait, ils présentent l'ultimatum en disant que vous, la Russie, vous devez respecter tout ce qui a été négocié, y compris le traité sur les armes offensives stratégiques, sans condition, et nous allons nous comporter comme nous voulons. Comme quoi il n'y a pas de lien entre les problèmes, le traité START et le conflit en Ukraine et d'autres actions hostiles de l'Occident envers notre pays, comme il n'y a pas d'affirmation de grande échelle qui veulent apporter une défaite stratégique contre nous. En fait, c'est vraiment de l'hypocrisie ou la bêtise complète, parce qu'on ne peut pas les appeler idiots, parce que ce ne sont pas des gens bêtes, parce qu'en même temps, ils veulent nous assurer la défaite stratégique, en même temps, ils veulent visiter nos objets de l'infrastructure nucléaire. Dans ce contexte, aujourd'hui, la Russie suspend la participation au traité des armes stratégiques offensives. Je répète, la Russie ne se retire pas du traité, juste suspend sa participation au traité. Mais avant de revenir à la discussion de cette question, nous devons comprendre pour nous-mêmes qu'est-ce que le pays comme, par exemple, la Grande-Bretagne et la France aimeraient avoir au sein de l'Alliance et comment nous allons prendre en considération leurs réserves stratégiques, ça veut dire le potentiel uni de l'Alliance de l'Atlantique du Nord, parce que par leur déclaration, ils se sont déclarés comme participants à ce processus. Nous ne sommes pas contre du tout. Et surtout, il ne faut pas essayer à nouveau de faire le mensonge à tous en se protégeant de la paix à protéger, parce que nous connaissons le sous-sol, parce que nous savons très bien que les délais de garantie pour l'utilisation de certains composants et munitions nucléaires aux États-Unis commencent à toucher à la fin. Et dans ce contexte, certains acteurs à Washington commencent à réfléchir sur la possibilité des essais naturels de leurs armes, y compris compte tenu du fait qu'aux US, ils développent de nouvelles munitions nucléaires, parce que nous avons cette information. Et dans ce contexte, le ministère russe de la Défense et la coopération Rosatom doivent assurer la disponibilité des armes russes. Évidemment, nous ne serons pas les premiers à le faire, mais si les États-Unis font ces essais, nous allons les faire aussi, parce que personne ne doit avoir d'illusion dangereuse que la parité stratégique nucléaire peut être détruite. Chers collègues, chers citoyens de la Russie, aujourd'hui, nous franchissons une voie dure et nous franchissons et nous surmontons tous les obstacles, toutes les difficultés ensemble. Autrement, ça ne pourrait pas passer autrement, parce qu'on a été éduqués par nos ancêtres. Nous devons être dignes et respecter leurs messages qui sont transmis d'une génération à l'autre. Nous n'allons que progresser grâce à la protection de la patrie, à la volonté, à notre unité. Et cette unité s'est manifestée dès les premiers jours de l'opération militaire spéciale où des centaines de bénévoles et les représentants de tous les peuples de notre pays sont présentés dans le commissariat militaire où ils ont pris les décisions de rester avec les protecteurs du Donbass pour protéger la vérité et la justice. Et actuellement, épaule à l'épaule, sur la ligne de front, les combattants de toutes les régions de notre pays multiethnies se battent et leurs prières se prononcent dans différentes langues, mais ils agissent pour la victoire, pour leurs camarades de combat, pour la patrie. Leur travail difficile, vraiment, leur exploit trouve un écho très fort dans toute la Russie parce que les gens soutiennent nos combattants.
Ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas rester impartials. Parce qu'aujourd'hui, le front se passe à travers le cœur des millions de nos gens. Parce qu'ils envoient sur la ligne de front les médicaments, les équipements chauds, les réseaux de camouflage, tout ce qui permet de protéger et sauver les vies de nos combattants. Je sais comment, à quel point les lettres de nos écoliers donnent de la chaleur au niveau des cœurs de nos combattants, parce qu'ils prennent ces lettres comme la chose la plus précieuse, parce que la sincérité des souhaits des enfants les touche aux larmes. Et les combattants commencent à avoir la meilleure compréhension. Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Qui sont protégés par eux-mêmes? Et c'est très important pour les combattants et de leurs familles aussi, le soin qui est fourni par les bénévoles à partir du début de l'opération militaire spéciale. Parce que sous le feu, ils évacuent les enfants, les vieux, tous ceux qui se sont trouvés dans les conditions de malaise. Ils approvisionnent aussi, ils fournissent des équipements et de la nourriture. Ils déploient des centres d'aide aux réfugiés aussi sur la ligne de contact opérationnel en risquant leur vie et continuent à sauver les autres. Et seulement le Front populaire russe, dans le cadre de l'initiative Tout pour la victoire, a ramassé plus de 5 milliards de roubles. Et ce flux ne s'arrête pas. Et la contribution de chacun et de grandes entreprises est très importante. Et ce qui touche surtout et ce qui inspire le plus, dans les cas où même les gens avec des revenus modestes envoient une partie de leur pension de retraité, de leur salaire pour aider nos combattants, aussi les réfugiés, merci. Et j'aimerais vous remercier tous pour cette contribution, pour cette aide sincère, parce qu'on ne peut pas les surestimer. La Russie va répondre à tous les défis, parce que nous sommes tous un seul pays, un grand peuple uni. Nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous sommes sûrs de nos forces, et c'est nous qui avons raison. Merci.